Nous avons un petit groupe qui s'est rencontré régulièrement, mais je veux dire aussi que je suis fière de dire que Galien, le Forum Galien, a fait l'objet, a été, disons, à l'origine aussi de regrouper certaines personnes. Et c'est pour cela que nous avions donné rendez-vous au prochain Galien pour voir si nous allions pouvoir avancer un peu sur le projet et sur l'initiative que nous avons. Donc, les personnes qui se sont souvent rencontrées, qui ont continué à discuter, mais qui voudraient votre avis, qui voudraient vos inputs, qui voudraient de vous vraiment des lignes directrices pour que l'on puisse vraiment faire quelque chose de bien pour l'Afrique. Et nous avons pensé qu'il fallait commencer par quelque chose. Marrakech, le Maroc, a été vraiment très, très dynamique dans cette affaire-là, mais également le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et il y a eu à un moment, notamment quand nous nous sommes rencontrés à Marrakech, vous aurez les détails, nous avons eu une relation, disons, de recherche avec Grenade en Espagne, ce qui fait que c'est une affaire qui, comme ça, de discussion en discussion, nous espérons va nous permettre d'avoir quelque chose de grand au service donc de notre continent. Donc nous avons, je vois au bout, les éternels suspects. Donc ils sont là. C'est le colonel. Vous savez quand l'armée s'en mêle. Donc le colonel Ibrahima Seck. Nous avons le professeur Éolier. Il n'est pas dans l'armée. Donc d'accord, nous on est les civils et la société civile. Il y a ma sœur qui va dire un mot parce que vous savez, on s'est dit l'autre jour, on a beaucoup parlé. Dans cette affaire, on a tellement discuté que bon, il y a des amitiés fortes qui sont nées, mais il y a Madame la suspecte aussi qui est en permanence en train de faire des coups avec moi. Et on nous a demandé de co-présider la séance. Mais bon, elle va dire quelques mots après. Il y a aussi le professeur Gallo Diop. Voilà, il a une histoire, ça c'est vrai, et je ne savais pas. Il était tellement terrible que ses parents l'ont amené à l'armée, mais il a été tellement terrible que l'armée l'a sorti et l'a mis dehors. Donc, professeur Salif Sow, vous voyez vos camarades là? Voilà, il y en a un encore qui vient de l'armée. Et l'autre aussi. Oh là là, il faut qu'on fasse attention. On commence à être minoritaire. Donc, il y a aussi professeur Issakha Diallo, vraiment aussi un grand leader en santé publique. Et enfin, je crois que c'est toi le plus suspect encore, le professeur Chouli, qui aujourd'hui aussi représente toute l'équipe marocaine qui est là, mais les autres aussi représentent toutes les personnes qui sont là au premier rang et qui ont voulu participer à cette aventure. Donc, je vais m'en arrêter là parce que même moi, j'aimerais bien entendre le professeur Chouli, qui a vraiment été le chef de bande, on peut dire, et qui a essayé de rassembler tout le monde pour qu'on travaille sur le sujet. Mais je vais laisser ma camarade dire un mot pour que l'on puisse après donner la parole à notre ami, le professeur Chouli, qui va vous expliquer un peu ce que l'on veut faire. Merci beaucoup. Merci, ma camarade. Donc, moi, je vais juste utiliser une phrase que j'ai lue dans le document qui nous a été envoyé, qui a été écrite d'ailleurs par le professeur Chouli et que j'aime bien. Donc, je vous soumets cette interrogation. Je pense que ça va être donc le départ de nos échanges. Est-ce qu'on va continuer à gérer les problématiques de notre santé dans le cadre d'un système de soins, point d'interrogation, ou bien changer de paradigme
et considérer la santé avec tous les déterminants sociaux, culturels, économiques, environnementaux, éducatifs, réglementaires et sécuritaires, et par conséquent, la traiter de manière la plus globale et holistique dans le cadre d'un véritable système de santé et d'hygiène environnementale intégrée. Et bien voilà la grande question, professeur Chouli. À vous de nous donner les éléments de réponse. Et on peut lancer la prochaine diapo, s'il vous plaît. D'abord, j'aimerais véritablement remercier Madame la ministre, professeure Awa Marie Kolsek, pour cet engagement extraordinaire depuis des années. Je vous ai connu en réalité lorsque vous étiez ministre de la Santé. Donc, je me rappelle, je venais à Dakar pour le FISDAC, etc. Donc, pour représenter un petit peu nos organisations, aussi publiques que privées. Mais c'est incroyable, je me rappelle la première conférence justement lors de ce salon, donc à Dakar. Très rapidement, on voyait vraiment le rayonnement de la femme. C'est la réalité, je me rappelle très bien, et l'impression qu'elle a donnée, et surtout le sens de l'engagement. Et croyez-moi, madame, nous avons besoin véritablement dans ce continent de véritable leadership. On est tellement envahi par, je dirais, des politiciens qui parfois en réalité ne cherchent que leurs intérêts personnels. Et je crois qu'il est clair aujourd'hui qu'avec la voix de notre jeunesse africaine, nous avons besoin d'un leadership donc sérieux, crédible, honnête. Et personnellement, j'étais toujours persuadé de ces... Je ne lance pas des fleurs comme ça en l'air, donc de ces qualités. Et en parallèle, très rapidement, comme l'a dit Madame la ministre, il y avait une suspecte à côté, toujours, que j'ai découvert grâce à la première. Et c'était avec grande joie, toujours, grande élégance, que je découvre une autre dame, donc Dr Raymond Goudou-Kofi, une dame fascinante, fascinante avec son humilité, sa grande culture et son aisance de communication. C'est son relationnel humain. Et sincèrement, la dernière conférence à El Jadida, et c'était par hasard, hein, donc on organisait la chose, Dr Raymond Goudou-Kofi a dit non, 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 mais on fait la conférence toutes les deux. Ça a été une conférence historique, croyez-moi, donc lors du salon, car tellement on a rigolé d'abord, mais on a lancé des idées extraordinaires, de rêves justement, comme l'a dit Madame la ministre. Et en fait, tout ça s'est construit, la réalité, d'abord, je dirais, sur une plateforme humaine d'abord. Parce qu'en fait, moi, mon histoire, excusez-moi de m'étaler sur ces considérations, car c'est très important. Moi, je dirais, ma relation avec le Sénégal et Dakar, c'est grâce à mon grand frère Issakha Diallo. Et je dirais même mon maître Issakha Diallo, car j'ai appris de lui beaucoup de choses. Et je l'appelle mon frère parce que d'abord, on a vraiment des relations très privilégiées, etc. Et c'est grâce à lui que je découvre notre continent, que je découvre le Sénégal, que je découvre beaucoup de choses. Et je dis aujourd'hui, après quand même plus de 35 ans de carrière, qu'à la fin, je dirais, puisqu'on s'approche soi-disant de la retraite, s'il y a une mission, à mon avis, pour un homme ou une femme quelconque dans la vie, c'est qu'il doit, à mon avis, laisser une empreinte, et une sérieuse empreinte. Et sincèrement, si vous me demandez ma motivation aujourd'hui, personnelle, dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est sincèrement laisser une empreinte, mais une empreinte importante, une empreinte pour ce continent, une empreinte pour la jeunesse africaine. Et sincèrement, c'est la grande motivation. Et je remercie en fait tous mes amis. Après Issakha, donc c'était mon ami professeur Ibrahim Assek, qui avec lui vraiment
on est passé sur les choses concrètes. Lui, militaire, bien sûr, grand colonel, etc. Et je me rappelle de la première rencontre au cabinet du ministère de Madame la ministre. C'était extraordinaire cette rencontre car très rapidement, on est passé sur des choses donc, importantes, dont donc, la création du Forum africain-arabe qu'on a organisé la première fois à Marrakech. Et le réseau ne fait que s'étaler avec notre ami Serge Ollet de la Côte d'Ivoire qui est venu aussi lors de ce Forum africain-arabe donc, sur les innovations et les investissements. Tout ça pour vous dire donc, comment le réseau. Et bien sûr, pourquoi je laisse Gallo Diop à la fin, parce qu'on est de la même famille des neurosciences, donc neurologue confirmé. Alors lui et Madame la ministre, je l'appelle le grand imam de la clique, parce que lorsqu'il prend la parole, il est tellement inspirant, Gallo Diop, vraiment, et vraiment, toujours tes paroles ça affecte le cœur en général, car ils sont tellement honnêtes, et vraiment, Gallo, vraiment, tu es un grand ami et tu le sais très bien. Excusez-moi de m'étaler sur ces considérations parce que c'est la base. S'il n'y a pas de relationnel humain, à mon avis, pour la construction de projets, ce n'est pas la peine. Alors, sans trop m'étaler sur ces aspects-là, comment on avance là? Excusez-moi. Permettez-moi de vous montrer cette photo, car le vendredi 8 septembre, ça a été terrible au Maroc. Ça a été terrible et personnellement, je sais qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire 7 sur l'échelle de Richter. 11h10 chez moi, en général, la nuit, c'est le moment spirituel. Alors, dès que je commence ma prière, j'étais éjecté à 4-5 mètres donc, dans mon salon. Ma femme éjectée aussi avec les petits, etc. Ça a été des moments très terribles. Alors, pourquoi je montre ça? Parce que le réseau, bien sûr, est parti, etc. Le lendemain, vers le coup de 8 heures du matin, le premier message que je reçois sur WhatsApp, c'était le message de Madame la ministre. Et ça, j'oublierai jamais. Ça, vraiment, je n'oublierai jamais, car c'était le premier message qui tombe. Et elle m'a dit, est-ce que c'est vrai, etc. J'ai répondu, oui, c'est vrai. Donc, et ça m'a vraiment touché. Le jour même, ce n'était pas possible pour Madame la ministre, Dr Raymond Godokoufi, car elle était dans sa région. L'après-midi, donc le soir, je reçois donc l'appel de Madame la ministre. Pour vous dire combien nos liens humains sont tellement importants dans ces moments-là terribles. Et c'est ça, en fait, qui fait que ce projet-là, sa dimension humaine est capitale. Alors, vous voyez très bien sur la photo, donc, ce monsieur qui, malgré, je veux dire, car ça a été terrible, je ne vous dis pas, sur le plan sismique géologique, le Haut Atlas, quand même, qui culmine près de Marrakech jusqu'à 4800, était considéré toujours par les géologues parmi les zones les plus stables sur le plan sismique. Or, là, donc, il y a deux failles très importantes qui ont bouleversé carrément, en fait, ce concept de la stabilité du Haut Atlas. Et en fait, on a dépassé les 3000 décès. Mais c'est impressionnant comment le lendemain, et c'est une leçon de vie individuelle et collective, dès le lendemain, c'est incroyable comment on a vu le peuple marocain agir. Vous ne pouvez pas imaginer, car moi j'habite sur la route qui mène vers la montagne. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de voitures, de camions, tout ce que vous voulez, tout le monde ramène quelque chose. Tout le monde ramène quelque chose, à boire, à manger, etc. C'est une leçon
c'est une leçon de résilience extraordinaire qui s'est passée. Donc, et là, vraiment, encore une fois, on revient à la question du leadership. Sa Majesté, donc, qui était en France, il est rentré très rapidement, a envoyé vraiment une mobilisation extraordinaire au Maroc. Et là, vraiment, vous connaissez bien l'histoire. Nous avons géré notre catastrophe nous-mêmes. Nous avons géré notre catastrophe nous-mêmes. Et le peuple marocain a géré sa catastrophe. Et c'est une leçon, justement, la base de ce projet que j'aimerais. Donc, c'est cette leçon-là, principalement, qu'il faut tirer. Excusez-moi, là. Voilà. Et 2-3 jours après, j'ai écrit cette phrase. Car lorsqu'on voit le monde aujourd'hui, il y a des souffrances partout, 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 des guerres, etc. J'ai dit, mais c'est incroyable, la géographie de la souffrance, elle est partout dans le monde, de plus en plus étendue. Qu'est-ce qui arrive à l'homme aujourd'hui? On devient fou partout. Et en pensant à notre continent, je dis, il est temps à ce que nous, Africains, on doit véritablement développer les véritables modèles d'une véritable industrie de la résilience. C'est-à-dire ne pas laisser la résilience uniquement dans sa dimension spontanée. Oui, c'est important, mais à mon avis, on doit se préparer dans le cadre de process, dans le cadre d'une véritable industrie. On doit anticiper, etc. Et c'est ça que j'ai. Et notre projet doit être justement une préparation, une anticipation à ce qui peut nous arriver par n'importe quelle crise. Bien sûr, nous avons vécu le Covid, etc. On a la responsabilité scientifique, intellectuelle, tout ce qu'on veut, à se préparer. Car la réalité, personne ne va nous aider. Personne. Et on l'a vu avec le Covid. Alors, je ne vais pas m'étaler sur... ça a été un travail de groupe depuis, comme l'a dit Madame la ministre, c'est tout un échange intellectuel depuis des années, car à chaque fois qu'on se réunit, on se connaît très bien, il y a des relations humaines extraordinaires, mais on dit, mais non, il ne faut pas qu'à chaque fois que ça s'arrête. Non. Et c'est là on propose aujourd'hui donc un projet intégré qui va répondre à 2 problématiques essentielles de notre continent, la question de la sécurité sanitaire et la question de la sécurité environnementale. Tout le monde, je crois, l'a dit pendant ces jours, les questions de la santé et de l'environnement sont tellement liées et donc on doit quand même se préparer donc à ces enjeux-là. Madame la ministre, Dr Raymond Goudou-Kofi, donc a posé la question. Et bien sûr, je rappelle que ce qu'on a vécu lors de la crise Covid, comment on a vu quand même les limites de la coopération donc internationale, car on devait compter sur nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, la solidarité internationale en réalité? Et donc, pour nous, la question de la santé, de l'environnement, du développement de manière générale est une question fondamentale et de souveraineté pour notre continent et de sécurité globale dans notre continent. C'est un enjeu stratégique capital. Et plus que jamais, notre conscience, car nous sommes donc des intelligences communes ici. Et nous avons vu le long de ces jours avec la jeunesse, avec la femme, on va voir avec les experts, ce continent regorge d'un potentiel humain extraordinaire. On n'a rien à envier aux autres. Il y a une intelligence africaine. Donc, cette intelligence collective doit justement nous amener à répondre à ces exigences, à ces défis quand même importants. Et on doit quand même prendre notre destin donc nous-mêmes. Et je dirais, oui, on doit changer de logiciel de gouvernance. Il y a un vrai problème de gouvernance. On doit changer de logiciel, justement, de gouvernance. Est-ce qu'on va continuer, comme l'a dit Madame la ministre, à gérer les problématiques de notre santé dans le cadre d'un système de soins? On l'a dit, non, ce n'est pas possible. On doit changer de paradigme, considérer la santé avec tous ses déterminants sociaux, culturels, économiques, environnementaux, etc. D'accord? Pour répondre de manière la plus globale, holistique, dans le cadre d'un véritable système de santé et d'hygiène environnementale intégré. Alors, en considération de l'ensemble de ces principes,
il est de notre responsabilité académique, que ce soit universitaire, que ce soit secteur public, que ce soit secteur privé, les organisations de la société civile. Et là, j'ai mes amis, Guy Sali donc, et Awa, donc, que j'ai connu justement dans cet élargissement du réseau. On a passé une semaine extraordinaire à Lyon. On a véritablement changé sur ces questions. Le rôle de la société civile est capital dans ce sens. Et je les invite sérieusement à ce qu'ils participent à travers leurs organisations, car je sais qu'ils font un travail formidable donc, dans ce contexte-là. Alors, grosso modo, le projet s'articule sur ces deux problématiques, de la sécurité sanitaire africaine et de la sécurité environnementale africaine. Alors, on est allé quand même sur des choses plus pratiques parce qu'on considère aujourd'hui que nous avons donc une plateforme très importante à Dakar qui est quand même la plateforme de base, en réalité, grâce au Forum Galien, grâce à cette amitié, etc. Nous avons la plateforme d'Abidjan, grâce à Madame la ministre, grâce à mon ami Sergio Lé, donc, et Madame la doyenne, Aya, qu'on a connue avec son équipe hier et qui a déjà travaillé donc, avec nos équipes de Marrakech. Il y a donc Marrakech avec tout le potentiel, avec le Forum africain-arabe, avec le Salon international, nos amis de Granada qui veulent vraiment porter à ce projet donc un élan très important. Donc, nous avons une base à travers 4 plateformes aujourd'hui avec tout un potentiel humain, technique qui est prêt. Et on est en train, en fait, de concevoir le projet principalement sur 2 pôles essentiels. Un pôle qu'on aimerait baser à Diamniadio, qui va s'occuper principalement des questions de l'innovation, de la R&D sur les 2 secteurs de la santé et de l'environnement. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les aspects techniques, pratiques, etc. Ça, c'est une étape qui va suivre, mais dans le principe global, c'est ça. Et un pôle en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et c'était la demande claire de Madame la ministre, ce qui va s'occuper principalement sur les questions de l'innovation en matière d'ingénierie de la formation continue, etc., toujours dans les 2 secteurs de la santé et de l'environnement. Donc, grosso modo, nous avons en fait ces 2 grands pôles, donc Sénégal et Côte d'Ivoire. Innovation R&D, formation continue, donc ingénierie de la formation. 2 piliers majeurs. Et on va bien sûr s'appuyer surtout sur le partenariat bien sûr régional, international. Il y a bien sûr le Maroc, Marrakech, mais il y a aussi nos amis de Granada qui, ça c'est le CEMAT, le grand parc technologique en fait de Granada, qui est l'un des grands parcs en Europe. Et vraiment, ils font un travail extraordinaire et ils sont prêts humainement vraiment à apporter à notre projet donc un soutien. D'ailleurs, ils nous suivent là à distance. Donc Armando, avec Raouf, avec ça, ils nous suivent. Donc, et je le remercie. Donc, on va, Inch'Allah, c'est prévu. Donc, le 1er, 2, 3 novembre, on va se déplacer à Granada donc, pour ratifier donc, pas mal de choses dans ce sens. Alors, pourquoi Diamniadio? Parce qu'en fait, il y a une vision d'une nouvelle ville importante entre l'aéroport donc, de Dakar et la ville de Dakar. Il y a une vision moderne de cette grande ville donc proche de Dakar. Et on aimerait, Inch'Allah, donc, dans ce cadre-là de Diamniadio, à ce que ce grand pôle donc, de l'innovation donc, soit basé donc, à Diamniadio. Et il y a bien sûr Abidjan. En tout cas, on va décider donc, en Côte d'Ivoire ou principalement peut-être le projet de cette grande plateforme de l'ingénierie de formation de santé et environnement, où est-ce qu'on va éventuellement le placer en Côte d'Ivoire. Alors, la task force déjà constituée, il y a quand même une équipe, comme l'a dit Madame la ministre, qui a travaillé d'arrache-pied donc, sur ça. Alors, à la tête de cette task force, il y a bien sûr le grand colonel professeur Ibrahim Assek. Vous voyez, donc, c'est
qui est sincèrement, qui était, comment dirais-je, le garde-fou, donc je dirais derrière moi, donc pour à chaque fois il m'appelle beaucoup de WhatsApp, enfin, c'est tout le temps, hein, c'est tout le temps pour essayer parce que bon il y a une fiche technique que le professeur Ibrahima propose dans ce cadre-là. Il y a notre ami Gallo Diop, c'est très important parce que Gallo Diop, quand même, c'est le directeur aujourd'hui central de la recherche scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur. L'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur sénégalais est très important. Donc, et je sais qu'il va vraiment pousser, Inch'Allah, ce projet. Alors, il y a bien sûr mon frère Issara Diallo, santé publique, toujours cette vision holistique globale, etc. Il y a notre ami professeur Serge Giolet, qui pour lui, vous voyez, donc, il faut nécessairement faire un bilan de l'existant en matière de formation continue, et à partir de ce bilan, voir en fait tous les manques possibles en termes d'ingénierie dans tous les métiers. Quand je dis, ce n'est pas uniquement la médecine, tous les métiers de la santé, d'accord? Et c'est très important. Il y a vraiment, c'est un grand plaisir avec notre ami Papa Salif Sow, qui vraiment rappelle la question de l'innovation, donc en termes d'accélération. D'accord? Il faut vraiment innover, améliorer, accélérer la cascade des soins. Donc, il insiste sur ces aspects, vu sa grande expérience donc, internationale. Il y a notre ami Karim Diop, donc, que j'ai découvert à El Jadida. Donc, vraiment, vous le voyez silencieux comme ça, mais c'est Karim, une intelligence, comment dire, silencieuse. L'intelligence silencieuse extraordinaire. Vraiment, Karim, il y a eu des échanges très fructueux dans ce sens. Et vous voyez donc son avis sur le projet. Il y a Madame Hindouzine, on l'a entendu ce matin. Alors, l'avantage de Dr Hindouzine, c'est qu'elle a sa société privée donc, à Paris. Mais là, elle vient de constituer donc, une société au Maroc aussi. Donc, il va apporter tout un savoir. Donc, le côté privé, donc la dimension privée de la chose en termes de, donc, sur les essais cliniques, son réseau international très important avec les grands groupes quand même de la recherche clinique internationale. Donc, c'est très important. Il y a mon ami Hadji Babacar Fall, qui vraiment, c'est l'un des grands informaticiens donc, sur la question de la digitalisation des systèmes de santé, donc, qui a sa société ici à Dakar, mais aussi aux États-Unis. Donc, vous voyez quand même la richesse de ce groupe. Alors, nos amis de Granada, Dr Raouf Farissi, donc, qui vraiment va apporter… Alors, nos amis de Granada sont disposés à nous léguer donc, un patrimoine pédagogique dans les secteurs de la santé de 25 ans d'expérience. C'est juste un patrimoine en espagnol, mais on est sur une réflexion comment éventuellement lancer un projet donc de traduction éventuellement en anglais, etc., pour faire profiter notre plateforme pédagogique. Il y a donc Ahmed Zouher qui travaille beaucoup, ils ont une grande organisation en Foratera, donc à Granada, et c'est vraiment une organisation importante qui travaille aussi bien avec le secteur public que le secteur privé. Il y a ma collègue professeur Nadia Slitsen qui dirige le grand centre de Marrakech Training Center. C'est le premier, le grand centre de simulation au Maroc. Et on est sur donc, vraiment une vision globale maintenant des centres de simulation, car à Marrakech, nous avons un principe jamais la première fois sur le malade. Donc, les étudiants viennent apprendre sur les mannequins, etc. Et c'est un centre vraiment qui marche très, très bien à Marrakech. On aimerait, Inch'Allah, faire profiter ce projet par cette expertise avec notre ami Dr Widad Ahmini qui forme une équipe extraordinaire dans ce sens. Il y a Dr Sek Oumokeltoum, c'est très important Oumokeltoum parce que cette dimension quand même de l'offshoring, de la dimension internationale, etc., qui est médecin, et donc il va apporter quand même son grain de sel dans ce projet. Guy Salé Turpin, donc de Enda Santé. Je rappelle que Enda Santé, c'est l'une des organisations très anciennes quand même
où des Marocains et des Sénégalais, n'est-ce pas, Nguissali, qui ont formé ENDA à l'époque. C'était vers les années 80. Comme quoi, encore, voilà. Donc, c'était avec notamment notre grand maître Hajsi, donc notre ami Awadia, donc de l'AMREF. Donc, très important, donc, le rôle de la société civile. Un bac qui a tenu, donc, qu'on a découvert à Al Jadida avec sa société qui travaille sur les questions de la sécurité, de la data, etc., avec du développement des logiciels. Et vraiment, je te remercie, Anne, donc, parce qu'elle veut absolument, elle m'a dit, non, non, je veux m'impliquer, j'aimerais être avec vous, et vraiment, je te remercie, elle a tenu à venir, etc. Et il a même aidé un petit peu nos étudiants à venir ici, donc, à Dakar. Et il y a mon ami Sophia Benani, qui vraiment, avec son savoir-faire en termes de management, en termes de développement institutionnel, apporte beaucoup dans ce sens. Il a travaillé avec pas mal d'organisations au Maroc et il est sur les relations internationales, notamment les relations entre le Maroc et Malte. Donc, tout ça pour dire, bon, il y a un dernier suspect donc, qui essaie de vous étaler tout ça. J'espère que je serai à la hauteur donc de cette mission. Alors, les étapes prioritaires maintenant. Les étapes prioritaires, il faut absolument il y a la cité donc, africaine de l'innovation à Diamniadio. Il faut qu'on passe donc, aux études techniques, etc. Donc, voir les questions où, le terrain, comment, etc. Donc, ça, c'est tout un aspect donc, des études qu'on doit lancer très rapidement. Et il y a, je dirais, là, la plateforme en Côte d'Ivoire, je dirais, c'est presque un projet qui peut démarrer très rapidement, vu le soutien que nous avons avec nos amis de Granada, etc. Mais comme a dit notre ami Serge, c'est sur la base quand même d'un diagnostic, hein, et c'est possible. C'est-à-dire, si on arrive vraiment à intégrer les contenus pédagogiques de nos institutions, et c'est possible, la technologie le permet aujourd'hui, c'est à mon avis quelque chose qui peut démarrer très, très, très rapidement. Donc, nous avons quand même 2 projets structurants prioritaires qu'on peut, Inch'Allah, lancer. Donc, alors, je propose quand même pour que le travail soit structuré autour de 2 comités. Donc, un comité au Sénégal, sous la présidence de Madame la ministre, donc avec bien sûr mon ami Ibrahima, donc Sek, et moi-même, donc avec la composition Issaha, Galodio, Papa Salif, etc. Bon, une équipe qui s'occupe du projet donc de Diamniadio et une équipe qui s'occupe plutôt du projet donc de la Côte d'Ivoire sous la présidente de Madame la ministre, donc Raymond Godou-Kofi, donc avec notamment donc Serge Yollet et toute une équipe qui va suivre. Alors dans ce cadre-là, professeur Serge Yollet, donc on a discuté donc à table tout à l'heure. Je crois que sa proposition est pertinente. Il a dit après donc cet atelier, il propose à ce qu'on se réunisse le plus tôt possible, d'ici 2 mois, par exemple à Marrakech, l'équipe technique qui vraiment travaille sur les aspects donc d'opérationnalisation, sur les aspects donc de concrétisation directe technique. Donc, et ça, sans problème, Inch'Allah, on peut le faire. Mais déjà, il faut si on est d'accord, qu'il y ait quand même ces 2 comités, donc qu'on soit quand même organisé pour lancer. Alors, l'agenda de 2024, c'est lancer les études techniques nécessaires. Selon quand même, nous avons des spécialistes, nous avons quand même 3, je dirais, qui vont nous aider, que ce soit Anne Bach, Sophia Benani, Hind et Haj Babakar. Quand même, la dimension, à mon avis, et aussi les organisations de la société civile, c'est-à-dire, c'est très important à ce qu'on part quand même avec des normes internationales, le montage de cahiers de charges, etc. Si on veut présenter le projet aux organisations internationales, etc., il faut que ce soit quelque chose de très professionnel. Et donc, je crois qu'on a le savoir-faire pour le faire avec cette richesse. Et donc, et là, on propose aujourd'hui de formaliser un document. Alors, très rapidement aujourd'hui, Madame la ministre a proposé à ce qu'on rédige donc un mémorandum, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc qu'on propose aujourd'hui, on peut le lire après débat à la fin, et si tout le monde est d'accord, on aura quand même un mémorandum d'entente qui nous engage tous, donc sous votre responsabilité, qu'on peut signer quand même, pour qu'il y ait quand même, qu'on passe à une étape d'engagement, d'accord, et d'implication de tout le monde dans le projet.
Alors, je cite ça parce qu'on l'appelait Atlantis et en fait, je me suis inspiré quelque part à cette vision donc, de ces pays en ce qui concerne le projet gazoduc. Donc, que les pays donc, de ce front atlantique veulent constituer, donc en ce qui concerne la question énergétique. Et vous voyez, en fait, il faut qu'on fasse la même chose, c'est à travers ce front donc, de l'Afrique atlantique. Oui, pourquoi pas, il faut qu'on essaye Maroc au début, Sénégal, Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on élargisse, oui, pourquoi pas, sur tous les pays donc, de la région. Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, et Madame la ministre a parlé du rêve, mais lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire, et on doit lancer l'histoire, Inch'Allah. Et c'est aujourd'hui de Dakar que cette histoire, Inch'Allah, doit se lancer. J'aimerais finir j'ai commencé par le Haut Atlas et par ce terrible tremblement de terre. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé après le tremblement. C'est incroyable. Il y a des sources d'eau qui se sont déclenchées. Tous les nappes en fait souterraines qui étaient donc c'est incroyable. Et ça a donné à l'Orica, à peu près à 70 km de Marrakech. Il y a des zones qui n'ont pas vu l'eau depuis 50 ans. 50 ans. Et moi, vraiment, c'est encore une fois, cette nature qui est terrible, oui, mais ignorant. Les gens sont tellement contents aujourd'hui parce qu'ils ont de l'eau dans la montagne et c'est une leçon extraordinaire. Et moi qui me rends aussi optimiste et qui doit nous rendre aussi optimistes tous pour, Inch'Allah, réussir ce grand challenge de ce grand projet. Merci beaucoup. Merci, professeur Chouli. Je pense que aussi bien ceux qui sont sur ce podium, sur ce panel, que vous qui êtes dans la salle, je pense que les choses sont un peu plus claires et tellement bien expliquées que je vais donc passer la parole au colonel. Il faut surtout commencer par l'armée parce que vous imaginez, pauvres civils, si je me permets de commencer avec civils, je crois que ça ne va pas bien se passer. Colonel Ibrahim Assek, professeur, pouvez nous dire un peu ce que vous pensez de la présentation et quelles sont les orientations que vous souhaiteriez apporter à ce projet? Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je voudrais aussi tout d'abord rendre hommage à vous et aussi à Madame la ministre d'État, le professeur Aoumari Kolsek. Aussi, remercier sincèrement tous mes aînés, maîtres qui sont là. On est réunis autour d'un projet qui est régional, à vocation même générale. Ici, je voudrais associer aussi à saluer l'assistance qui est venue nombreuse donc, pour nous écouter. Et je rebondis sur d'abord votre conclusion, la station d'Appel qui va guider un peu ce que je vais dire. Puisque, comme vous l'avez dit, quand on rêve seul, ça reste un rêve. Mais quand on rêve en groupe, alors ça peut devenir de la réalité. Et c'est vraiment le cas aujourd'hui. Puisqu'en fait, ce rêve d'ensemble est venu donc d'une recommandation issue donc de la conférence qui a été brillamment animée par les deux ministres que vous voyez là. Ils nous ont demandé de réfléchir sur un projet qui mettrait donc ensemble, soit des pays, pour voir comment ensemble on peut arriver à résoudre les problèmes de santé, mais aussi les problèmes environnementaux. On a commencé à réfléchir et ce que le professeur Chouli vient de montrer, c'est vraiment juste les préliminaires. Mais ça a le mérite donc de cadrer un peu notre vision. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris que ce projet est assis sur deux piliers. Donc, un pilier qui s'intéresse à la sécurité sanitaire africaine et un autre pilier
qui s'intéresse à la sécurité environnementale. Et nous avons 2 lignes d'action. Alors, une qui sera basée à Dakar, qui va s'intéresser donc à l'innovation et à la recherche et le développement, et l'autre qui sera basée à Abidjan, qui va s'intéresser donc à tout ce qui est renforcement des capacités. Et nous avons aussi un partenaire privilégié qui se trouve à Grenada, qui a une expérience de près de 25 ans sur ce qu'on appelle le Health Park Technology. Et je pense que le décor est assez bien planté. Maintenant, si l'adage qui dit que rêver ensemble peut devenir réalité, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons rendre réel ce projet. Ça veut dire que nous devons essayer de mettre un contenu. Alors, je vois que déjà en 2024, il y a donc la Cité africaine de l'innovation qui est un projet qu'il faut mettre en place à Dakar, et puis la plateforme africaine pédagogique aussi à Abidjan. Alors, je pense que, comme le dit, l'avait dit Eisenhower durant la Deuxième Guerre mondiale, alors, devant toute difficulté, puisqu'il paraphrasait entre la différence entre l'optimiste et le pessimiste. Il disait que l'optimiste, c'est qui? C'est celui qui, devant toute difficulté, il entrevoit, n'est-ce pas? Il se dit qu'une solution sera trouvée. Alors que le pessimiste, c'est celui qui, devant tout éclairci, au lieu de jouir de cette éclaircie, il va se dire qu'il y a un malheur qui va suivre. Moi, j'invite l'équipe à être optimiste. Puisqu'aujourd'hui, il y a un éclairci, mais avec une difficulté. Puisqu'on a une ambition, on n'a pas de ressources. On n'a pas encore un contenu qu'il faut mettre. Mais je suis sûr qu'ensemble, on pourra poursuivre les réflexions et l'habiller. C'est pour cela que je rejoins vraiment la proposition du professeur Serge Théolier qui dit qu'il faudrait nécessairement aussi que dans un délai de 2 mois comme ça, en tout cas dans un plus proche, on puisse s'asseoir et essayer de progresser dans le développement du secteur. Je pense que je vais essayer de m'arrêter là pour laisser les autres réagir. Mais en tout cas, voilà un peu ce que nous devons faire. Merci beaucoup. Sitôt. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à professeur Awa Kolsek, Madame la Ministre d'État, et à vous-même. Comme on est dans les citations, il y a des personnes avec qui on perd la notion du temps, et il y a d'autres avec qui on oublie que le temps passe. C'est toujours un plaisir d'être assis à côté de vous regarder. Vous êtes des dames de beauté et de vous écouter puisque vous êtes des érudits. Et de même, je ne vais pas être dans le charme. C'est toujours un plaisir d'écouter mes aînés, professeur Gallo, que j'ai écouté ce matin avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête de l'enseignant. Je ne sais pas si les enseignants qui sont dans cette salle le savent. Et être enseignant, ce n'est pas être professeur. C'est transmettre un savoir et amener quelqu'un d'autre à se l'approprier ou transmettre un rêve comme le professeur Chouli vient de le faire. Alors, la première personne qui m'a parlé de ces notions de simulation, je suis très heureux parce qu'il y a nos doyens qui sont dans la salle. Le doyen de l'UFR des sciences médicales d'Abidjan, celui de Boaké, et le doyen de pharmacie, je pense, qui sont dans cette... Je ne sais pas si les représentants des canons, voilà. Qu'on n'appelle plus doyens. Dans l'innovation sémantique, on les appelle maintenant directeurs, puisque les mots changent avec le terme directeur sans mesure d'accompagnement. Mais bon, ça va venir. Je m'adresse aux anciens ministres, aux ministres même. Au ministre de la Santé. Je le dis, je vais revenir après à ça. C'est important de parler des ministres de la Santé. Mon cadet Karim Diop m'a parlé ensuite de cette notion de simulation. Il était à Marrakech, je pense. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais encore à Marrakech? Il m'a dit, grand non, il y a un truc de simulation, mais tu n'as rien à faire. Il y a de la simulation en Côte d'Ivoire, il y a de la simulation au Sénégal, on fait ça un peu partout. Il est revenu, il m'a dit, on ne parle plus de la même simulation.
Et pourquoi je le dis, je suis content que Madame la ministre Boudou-Raymond soit à côté de moi parce qu'elle avait fait mettre, avec la collaboration ivoiro-marocaine, un centre de simulation au CHU de Yopougon. C'est important lorsque je parle de santé, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Et pour moi, on avait déjà de la simulation. Le doyen de la faculté de médecine d'Abidjan se bat pour mettre un centre de simulation à la faculté de médecine. On aurait le matériel, mais on ne peut même pas avoir le bâtiment et toutes les ressources humaines qui accompagnent. Et lorsque Karim m'a parlé de ça, la première réunion qu'on a eue du groupe, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de faire l'état des lieux. Pourquoi? Dès qu'on va vouloir vendre cette notion d'innovation pédagogique, d'ingénierie médicale, parce qu'on a de l'ingénierie, on nous dira la simulation existe déjà. On aura comme opposition le fait que la ministre a déjà mis un centre de simulation. Or, on a déjà dans le futur actuel. On a déjà 10 ans de retard par rapport à ce que Karim a vu. Par rapport à peut-être ce que Salif a vu et ce que moi-même j'ai vu. Lors de l'opération concours d'agrégation, je suis content de voir mon aîné, vous êtes heureux ici, je disais aux jeunes de cardiologie, et vous me parlez encore de simulation alors qu'on a la robotique. Et c'est ça la différence qu'il y a aujourd'hui. On est encore dans de la simulation, je veux dire, sans jeu méchant, archaïque, quand d'autres sont dans la simulation de la robotique, qui sont trop loin. Mais si proches par ce projet que l'on veut mettre en place. Nous, ce que l'on a à faire, c'est qu'il faut bien comprendre les défis que l'on a dans l'enseignement. On nous a demandé, Madame le doyen va me corriger, le doyen, de sortir en Côte d'Ivoire d'ici 3 ans ou 2 ans, 800 médecins par an. 800. Non pas les sites d'accueil de formation. Je parle de formation pratique, hein. On est en stage. Non, même pas les amphis, mais oublions la partie pédagogique théorique. Oublions cette partie. C'est facile d'enseigner à distance, c'est facile de donner des polycopes, mais la médecine est une formation professionnelle sur de l'humain. La médecine vétérinaire est une formation professionnelle sur l'animal, mais qui a les mêmes douleurs que nous. Et on va parler de santé animale. La sève, c'est du sang aussi. L'animal, le végétal souffre. Mais revenons à la médecine humaine. Aujourd'hui, si on n'a pas ces centres de simulation pour faire la pratique, on ne pourra pas former de bons médecins. Et des centres de simulation basés sur la robotique. On a fait les cliniques il y a quelques jours. Le doyen presque nous engueule en disant qu'on recale trop les étudiants. Madame le doyen, quand je demande à un étudiant de palper le foie à droite qui palpe à gauche, c'est qu'il y a un petit souci de formation. Qui sont les mauvais formateurs? Ce sont toujours les mauvais encadreurs. Donc, lorsqu'on parle de simulation, on parle de robotique, ce ne sont pas tous les enseignants qui vont être les formateurs. Il faut encore avoir des formateurs pour le faire, qui seront dédiés à ça, qui ne seront pas obligatoirement les hospitalo-universitaires. Dans les pays développés, il y a des praticiens hospitaliers. Et moi-même, infectiologue qui suis là, celui qui m'a le mieux formé n'est pas un universitaire. C'était un CES spécialiste qui m'a formé, qui était, à l'époque, on les appelait tous résidents ou internes. Tout le monde n'est pas dédié à la carrière universitaire, mais la formation peut se faire par tout le monde, par ceux qui veulent le faire. Alors, quels sont les défis les plus importants? Il y a les défis humains, c'est clair. Il y a des défis de ressources financières. Il y a des défis du foncier, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'ils ont montré la cité. Le mot cité, c'est immense. Faire du foncier, il faut du bâtiment. Mais le plus grand défi, c'est le défi institutionnel. Là, je m'adresse aux deux ministres de la Santé. L'opposant qu'on a, parce que nous, on est co-tutélaire, ça va être le ministère de l'Enseignement supérieur. Tout ce qui est infirmier, en général, ça passe avec la santé. Mais dès qu'on passe aux médecins, aux pharmaciens, aux dentistes, c'est l'enseignement supérieur qui intervient.
et le foncier et le bâtiment doivent appartenir probablement à l'enseignement supérieur. Et je finis là-dessus en parlant de l'atelier, pour que mes doyens ici comprennent. L'atelier, on a l'habitude de faire des workshops avec Salif Sow et Karim. Il va falloir venir faire l'état des lieux de ce dont on parle dans le besoin, avec ceux de la médecine, la pharmacie, les infirmiers, de différentes structures de formation existantes, et aussi les étudiants qui doivent être représentés. Parce que ce sont eux qui doivent absorber cette nouvelle approche de formation. L'étudiant en médecine, dès la 2e année, veut voir du malade. L'étudiant en médecine, je vais vous dire, ivoirien que je suis, que je connais, ça ne l'intéresse pas le robot. On n'a même pas encore préparé l'étudiant à travailler sur un robot ou sur un mannequin. Ils ont l'impression que c'est une formation au rabais qu'ils ont. Donc, la cible que l'on a doit aussi s'approprier le message que l'on veut faire. Il y a des défis, mais je suis persuadé qu'après cet atelier et les résolutions que l'on aura et les travaux de groupe, on va pouvoir aboutir à un document qui va être bancable, vendable, parce qu'on n'est pas encore à un projet vendable. Mais toutes les idées bien conçues, si vous ne les vendez pas à quelqu'un, quelqu'un va les vendre pour vous. Je vous remercie. Professeur Eolier, sommes tous d'accord qu'il faut faire l'état des lieux. Professeur Hawa Kolstek, à vous la parole. Merci beaucoup. C'est juste pour qu'on sache que on voulait tellement bien vous expliquer et vous dire notre point de vue qu'on a presque plus de temps pour vous donner la parole. Donc, on va raccourcir nos points de vue et vous donner la parole pour quand même que vous puissiez nous dire si vous considérez que c'est intéressant ou pas. Et si vous avez aussi des idées qui puissent nous aider, nous orienter. Ce que je vois déjà, c'est que nous avons pratiquement tous les suspects sont des médecins. Et on sait très bien, on le dit en permanence, il y a bien sûr quelques autres experts, mais c'est trop de médecins encore. Et on sait que c'est seulement une approche multidisciplinaire et multisectorielle qui nous permettra de faire avancer la santé en Afrique et dans le monde. Donc, réfléchissez aussi à quelle autre, disons, spécialité ou oui, et dans les différents grades, il y a les communautés où on doit aller, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. On vous donnera la parole. On a une excuse, on a commencé une demi-heure en retard. Donc, je donne la parole maintenant au professeur Gallo, puis au professeur Issakha Diallo, et on ouvrira les débats. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la ministre. Nous voulons nos hommages. Je salue vraiment tous mes amis qui sont dans la salle. Je voudrais vous rassurer que après la révélation d'un secret par Madame la ministre, bon, je vous rassure que j'ai changé et que je suis devenu quand même, bon, un peu fréquentable. Alors, secret pour secret, je vais vous révéler 3 secrets pour ceux qui la conservent. Voilà, moi, je suis rancunier. Ah oui, j'ai un peu changé, mais je reste encore. Le premier secret, c'est qu'elle a été championne nationale de basketball. Deuxième secret, premier interne des hôpitaux de Dakar. Femme. Et première femme agrégée de médecine au Sénégal. Voilà. Ouais, donc, je me suis bien vengé. Mais concrètement, je vais aller vers des choses brèves, concises et concrètes. Nous venons de rendre au chef de l'État, le président Macky Sall, il avait commandé le plan national stratégique pour la recherche et l'innovation. Nous avons visité tous les lieux où se fait de la recherche. Nous avons cartographié l'innovation. Ça a été validé au Conseil des ministres il y a 3 mois, après présentation du professeur Moussa Baldé, avec une participation effective de l'Académie des sciences, le professeur Salif Sow, le professeur Sok,
Et dans ce plan stratégique sont prévues la mise en place d'un Conseil national pour la recherche et l'innovation, d'un observatoire avec 5 axes: santé, sciences techniques, ingénierie et innovation, agriculture, nutrition, élevage, pêche, eau, environnement, énergie et espace. On va lancer notre premier microsatellite dans le premier trimestre de 2024. Et société, économie, éducation, droit et développement. Pour vous dire que on va entrer dans une phase concrète avec un corollaire, la mise en place d'un Fonds national pour la recherche et l'innovation. Ça, c'est la première information. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas dans la salle que j'assume les fonctions de directeur général de la recherche et de l'innovation. Deuxième nouvelle. Dans moins de 2 mois, va se tenir la première biennale pour la recherche, l'innovation et l'industrialisation que le chef de l'État a rajouté en Afrique et tous les 2 ans sur le site toujours de Diamniadio avec un partenariat public-privé avec le professeur Mboup autour de l'IRSF. Tout ce qui a trait à la santé, c'est du 28 au 30 novembre. Et deuxième axe, l'agriculture, l'environnement et autres, qu'on va domicilier à l'université Amadou Mahtar Mbow. 2 axes principaux pour pas que pour une première biennale, on se disperse trop et qu'on ne la réussisse pas. Troisième nouvelle se trouve entre les mains de ce ministère, ce qu'on appelle la Cité du Savoir, qui est un espace de 12 hectares dont nous avons les prérogatives pour en faire une cité du savoir. Nous nous rendrons sous peu, je crois, en benchmarking à la Knowledge City de Médina en Arabie Saoudite, parce que culturellement proche de nous, ils ont fait quelque chose d'immense et d'extraordinaire qui doit nous inspirer. Nous avons l'habitude de citer le Maroc comme une destination historique qu'il faut prendre en compte et Chouli vient de le rappeler. Pour dire quoi? Concrètement, tout ce que vous avez vu est en discussion depuis que Madame le ministre nous a donné des instructions, Mesdames les ministres nous ont donné des instructions pour répondre aux questionnements des gens qui viennent au Galien. Après le Galien, so what? Donc, il faut qu'on aille vers des choses concrètes parce que la demande est extrêmement forte. Vous avez vu, c'est les premiers jours, ce potentiel extraordinaire de jeunes Africaines et de jeunes Africains doués d'une intelligence, d'une expertise, on ne peut pas les laisser disperser à travers le monde, se faire récupérer tous les mois par de grosses institutions si nous ne leur offrons pas un cadre précis d'expression de ces intelligences dans l'intérêt de la gestion de notre santé, de l'environnement. Lorsqu'il parle d'environnement, ce n'est pas l'environnement que physique, c'est l'environnement humain, culturel, socio-économique et autres. D'autres choses, Dakar et Abidjan sont les 2 villes historiquement qui ont mis en place tout ce qui a trait aux sciences de la santé. Dakar depuis 1917 et les premiers anciens élèves Abidjan, dont le président Houphouët-Boigny. Donc, c'est une continuation tout à fait naturelle de l'histoire des sciences de la santé avec ces sages-femmes, les infirmières. Et ce que Mme la ministre vient de dire, Chouli, est très important. Rapidement, il faut que dans ce thème, on retrouve toutes les branches des sciences de la santé et des environnements humains et autres qu'il faudra que l'on intègre là-dessus à l'antenne. Je suis très heureux que le professeur Moussa Sow soit là de cet après-midi. Vis-à-vis des inputs qui viendraient de l'Académie des sciences, vis-à-vis de ce qu'il gère actuellement à partir de la fondation Mastercard et des soutiens de Bill Gates Foundation, de Speak Up Africa, on a là un modèle tout à fait de développement avec des bases économiques, sociétales et autres sur lesquelles nous devons rapidement surfer. Donc, je valide
de manière claire et nette l'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et dès qu'on aura un document qui aura fait un pas, nous ferons le plaisir de faciliter une rencontre entre le comité pilote et le ministre Moussa Baldé, qui est professeur de mathématiciens, extrêmement pragmatique. Ces réunions ne durent jamais plus de 30 minutes. Et quand il prend des décisions, elle suit. Deuxièmement, il faudrait que rapidement le draft des documents qu'on avait confié à Sylvie et qui a fait un travail formidable qui mérite vraiment tous nos remerciements, deviennent quelque chose de professionnellement bien structuré, traduit en français et en anglais, pour que sous les auspices de mesdames les ministres et toutes les personnes généreuses avec des expériences incroyables, qui me traitent d'imam, mais moi j'ai un imam, c'est le professeur So. Et madame le ministre a un imam, c'est le beau jeune homme qui est là. Ouais. Voilà. Donc fais très attention quand tu parles et que tu évoques ce genre. Ouais. Donc voilà concrètement mon poste de ce que je suggère. Il faut que nous avancions. Le projet est en gestation depuis plusieurs temps, c'est normal, mais à partir là, de 2024, il faut qu'on aille concrètement vers des réponses précises par rapport au site de Diamniadio. Les réponses se trouvent entre les mains du ministère où j'ai la chance d'être encore pour 339 jours avant de prendre ma retraite. Donc, c'est le moment, d'ici août 2024, tant que je serai en bonne santé, j'espère, on pourra faire bouger les choses en interne et les porter à l'attention du chef de l'État vers la personne de confiance et le professeur Aouama Paul-Bissek. Il saura lui restituer le formidable travail du professeur Ibrahim Daya et toute l'équipe qui est avec elle depuis des années et nous sommes fiers d'être acceptés qu'on avance des choses concrètes, chiffrées dans un agenda afin qu'on ne continue pas à penser qu'on réfléchit de manière virtuelle sans une application efficace. Voilà, madame. Merci beaucoup pour vraiment cette avancée. Mais vous faites que conforter l'idée du professeur Éolier qui disait qu'il fallait que l'on fasse l'état des lieux parce que c'est important. Du coup, on peut avoir 36 000 rêves, mais si des rêves sont déjà des réalités, il vaut mieux qu'on sache comment on va les intégrer et comment on va les faire avancer. Donc, vos informations sont excellentes et c'est bien d'être des deux côtés parce que ça vous permet d'avoir toutes les informations. Professeur Issara, vous avez la parole aussi. Vraiment d'abord, je salue nos deux sœurs qui, en fait, si vous voyez l'engagement, la détermination de nous tous, c'est en fait la confiance. Je pense que si nous entreprenons quelque chose en tant qu'acteurs, quel que soit le secteur, les fondamentaux, c'est qu'entre nous, il y ait la confiance. Et nos deux sœurs qui coordonnent cette affaire, nous tous, nous les avons connus, nous connaissons leur parcours, ils ont tous les éléments de la confiance, et ce qui fait que nous y allons vraiment à cœur joie, enthousiastes et très motivés. Je pense que nous sommes dans un processus assez complexe. Et Chouli l'a montré, mais on voit des lumières jaillir ici et là. Mais ce que nous ambitionnons, qu'on a discuté à Marrakech, c'était de dire qu'il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de réflexions. On a des experts très pointus. Mais il y a quelque part une absence d'harmonisation ou d'intégration de toutes ces bonnes réflexions, de toutes ces innovations, de toutes ces idées. Si nous avions une structure qui permettait de coordonner, d'impulser, d'aider à réfléchir sur l'utilisation pratique de toutes ces connaissances, cela aiderait beaucoup. Et nous avions dit donc à l'époque qu'on pourrait avoir deux pôles qui sont essentiels pour le renforcement des systèmes de santé et de tous les systèmes d'ailleurs. C'était d'abord de dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour la recherche. Parce que la recherche, le mot est galvaudé. Tout le monde en parle, mais on ne dit pas la même chose. Et on sait qu'aujourd'hui, la recherche pourrait nous aider. C'est-à-dire que c'est tout le processus. On va avoir une définition large dans notre institution. Parce que nous avions dit à Marrakech qu'il faut réfléchir d'abord sur l'institution
Ensuite, sa mission. C'est un bébé qu'il faudrait d'abord créer avant même de discuter de sa marche, etc. Il faut que d'abord l'institution existe. Et on lui donne des missions précises. Ici, la mission qui serait allouée à la structure qui serait logée à Dakar et qui se complète avec celle qui sera à Abidjan, c'est de réfléchir sur la recherche, mais à un niveau élevé, qui peut prendre tous les aspects de la recherche. Tout ce qui peut aider à créer la connaissance, pour vous, c'est de la recherche. Toutes les gestations, je le dis souvent, en parlant de mes collègues qui sont dans les districts, que vous ne le savez pas, chaque jour, vous créez la connaissance. Ce qui vous manque, c'est finalement la diffusion de cette connaissance. Comment paqueter, comment organiser, comment capitaliser sur ce que vous créez chaque jour comme connaissance. Donc, nous allons avoir peut-être une idée très large de la recherche et qui va être orientée vers le développement, comme il a dit, mais vers la quête d'efficacité. Parce que de toute façon, on fait beaucoup de choses sans réfléchir, mais est-ce que c'est efficace? On est malheureusement souvent pris dans le tourbillon, on est dans les procédures qui sont souvent très belles, très articulées, très logiques, et souvent même avec des sophismes, mais on ne se rend pas compte qu'en termes d'efficacité pour l'amélioration du bien-être des populations, on n'est pas efficace. Donc, notre recherche va être orientée vers la quête de connaissances et de compétences, bien sûr, mais vers la quête d'efficacité. Et on va y ajouter maintenant des concepts modernes qui sont en rapport avec l'économie. C'est qu'on ne veut pas de l'efficacité à des coûts inacceptables. On va chercher l'efficacité à des coûts raisonnables. On va en tomber sur ce que les économistes appellent l'efficience. Donc, je pense que le pôle de Dakar va vraiment réfléchir sur la recherche au sens large, qui peut être même biomédicale, qui peut être la recherche même fondamentale, mais qui peut être la recherche opérationnelle, la recherche action, dans la quête d'efficacité, sur tout ce qu'on fait. Et en ce moment, on verra tout ce que nous avons discuté ici, l'implication des communautés, tout ce qu'on fera, même sur les concepts. Même si on dit gouvernance, on dit, OK, qu'est-ce que vous voulez dire par gouvernance? Testons, adaptons dans notre contexte, vérifions l'efficacité dans nos comptes, dans la perspective de quête de résolution de problèmes effectifs ou de satisfaction de besoins clairement identifiés. Alors, le deuxième pôle maintenant, qui va être le pôle formation, on l'aura aussi dans un sens extrêmement large. On ne va pas dire formation en donnant seulement des recettes. On dira formation par rapport à sa finalité. La finalité, ça va être quoi? Tout ce qu'on fera pour développer des connaissances et des compétences aux acteurs, qu'ils soient en activité ou pas encore, pour nous, ce sera la formation. Et en ce moment, même les réunions, on les inscrit dans la formation. Je disais qu'on lance souvent des opportunités de formation qu'on n'appelle pas formation. Même une réunion de coordination, quand elle est bien faite, les premières minutes devraient être utilisées à renforcer les connaissances, compétences, motivation des acteurs. Donc, le pôle d'Abidjan va parler de formation, mais à un niveau élevé. Pas formation pragmatique, limitée à des recettes, non. Formation par rapport à sa finalité, qui est d'accroître les connaissances, la compétence et la motivation. Et en ce moment, on dira qu'on pourra inciter tout le monde, on pourra packager, que les pays aient des structures de formation, ce n'est pas grave. Mais les innovations dans la formation aussi, s'y seront intégrées. Donc, je pense qu'on aura deux pôles qui se complètent. La recherche au sens large du concept, la recherche et développement, et ensuite un pôle formation qui se complète. Et en ce moment, on pourra assister les gouvernements, on pourra assister le secteur privé, on pourra assister tous les secteurs, mais dans une vision multisectorielle et pluridisciplinaire qui intègre quand même tous nos pays. Et on est déjà heureux d'entendre ce que Gallo a dit, on part avec quelque chose qui existe. Et partir petit et se développer. Je pense que ça c'est possible. Mais au moins, au départ, soyons clairs sur la vision. La vision n'est pas de faire seulement un centre pour le Sénégal et pour la Côte d'Ivoire. C'est un centre pour tout le monde, tous les pays. Mais on démarre avec ce qu'on a en main, n'est-ce pas? Un tien vaut mieux que d'autres l'auras. Voilà, donc merci beaucoup de ce que je voulais dire, mais sinon, on est tout à fait d'accord avec notre ami. On est tous entraînés par son dynamisme, son enthousiasme, et il n'arrête pas. On est demandé d'ailleurs comment il travaille, parce que je lui dis qu'il ne faut pas arrêter. Moi, il m'envoie souvent des messages à des heures impossibles. Je dis que je suis là, je ne sais pas que moi là, je suis à la retraite maintenant, il faut qu'elle reste tranquille. Mais encore une fois, en tout cas, merci beaucoup et nous félicitons notre ami Souli pour son dynamisme. Merci beaucoup, professeur. Nous allons donc passer la parole à quelques personnes qui souhaiteraient intervenir sur le sujet. Nous allons en prendre 5 d'abord. Je vous demande d'être concis, précis, afin que nous puissions peut-être avoir encore on se donne encore 10 minutes
10 minutes, mais vraiment avec des questions bien précises. Donc, nous allons prendre les noms. Merci bien. Donc, je voudrais juste peut-être dire que avant le rêve, il y a eu un cauchemar. Parce que le cauchemar, c'était que quand on a vu le recul qu'on avait en termes de pratique médicale et qui a suscité un intérêt autour de simulation, mais également un cauchemar quand on a vu que sur le plan de la recherche, les pays francophones étaient très en retard par rapport aux anglophones. Et donc, c'est un peu ça qui est à la base de ce que nous proposons. Je voudrais quand même que, au-delà du cauchemar, que les rêves deviennent ensuite réalité. Maintenant, je pense que également en termes de projet, si nous savons ce que nous voulons, nous savons où nous voulons le faire, il reste juste maintenant à dire comment nous allons le faire, puisque nous savons également qui va le faire. Et comme ça a été proposé en termes d'état des lieux, je pense qu'on a quand même beaucoup travaillé également sur le fait de discuter avec les différentes personnes qui sont demandeurs également. Maintenant, l'atelier qui est proposé par le professeur Éolier permettra justement d'avoir un consensus sur les besoins existants. Et moi, je pense qu'une fois qu'on aura fait cet état des lieux, on pourra passer à la formation des formateurs et on pourra passer également aux modalités de mise en œuvre, savoir le lieu, qui va le porter, les signatures. Et ensuite, je pense que ça peut se décliner sur un horizon de 12 mois et se présenter au prochain forum, n'est-ce pas, avec vraiment un centre de simulation, parce que franchement, je vous dis, on est très en retard et on a besoin d'avoir des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires. Il faut avoir une vision très globale. Mais je pense que le centre de simulation peut être un premier pas dans l'espace de formation. Après, on verra si on a d'autres objectifs. Concernant la recherche, bon, on avait commencé à discuter avec IND, etc., pour voir un peu l'état des lieux des réglementations pharmaceutiques. Mais il me semble que, au-delà du bâtiment, je pense que le professeur Gallo-Diop, ce qu'il dit, c'est une très bonne nouvelle. C'est une opportunité à saisir. Mais vous savez qu'un bâtiment ne s'érige pas en un jour. Mais je dirais qu'on peut également faire un atelier dans la suite de ce forum galien en se basant sur la thématique, en se disant, on doit, même en l'absence de bâtiment, on peut travailler sur un projet. Pourquoi pas avoir, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas suffisamment de recherche. On peut travailler sur une recherche qui va fédérer un certain nombre de pays, comme Serge sait bien le mener, et qu'on travaille sur la problématique que vous avez évoquée, à savoir les maladies non transmissibles. Pourquoi pas? Puisqu'on a dit qu'il n'y a pas suffisamment de recherche avec des médicaments sur ces problématiques qui sont les problématiques d'aujourd'hui. Il me semble que si on fait un atelier avec toutes ces intelligences, comme vous le dit, professeur Diop, on peut identifier un projet ou deux et les mener le temps que le bâtiment soit mis en place. Merci, pour être court. Bien. À la parole, ensuite, le professeur Salixo se prépare. Alors, bonjour. Je veux juste dire, en fait, je rejoins juste votre idée. Donc, je veux juste dire qu'il faut se pencher beaucoup plus vers la recherche scientifique dans plusieurs domaines et surtout encourager la jeunesse et la booster d'aller et percer et de s'engager vers la recherche scientifique parce que aujourd'hui, la jeunesse est le moteur de l'innovation et c'est la réalisation, ça sera grâce à eux. Donc, voilà. Et je termine par une petite citation qui dit « Si on n'a pas les moyens, on doit avoir des idées. » Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je voulais moi aussi remercier Madame le professeur, le ministre d'État Aoumari Kolsek, mon maître, et remercier aussi le ministre de la Santé, Madame Raymond Godo-Kofi. Et un grand plaisir de retrouver ici tous mes amis, des personnes que j'ai toujours admirées et respectées. J'ai rejoint ce projet-là il y a juste 2 mois par le biais de mon jeune collègue Karim qui m'a envoyé un message et qui m'a dit voilà ce qui est en train de se faire. Est-ce que cela t'intéresse? Et immédiatement, il m'a connecté au professeur Chouli et qui m'a donné beaucoup plus d'informations. Je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité, c'est quelque chose que nous devons faire et c'est quelque chose qu'il faut certainement mettre en place. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir le document dont parle Gallo, le plan national de recherche et de l'innovation du Sénégal. Et quand je l'ai lu, et que j'ai lu aussi le plan stratégique de l'Académie et surtout le document de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons en 2060. Et quand j'ai écouté
notre ami le professeur Chouli, j'ai dit exactement, c'est ce qui fait une branche pour opérationnaliser ces différents documents qui existent. Et donc, pour dire que, comme Serge l'a dit, on ne part pas du néant. Il y a déjà des documents qui existent et qui ont une vision. Je pense que le plan dont parle Gallo, c'est quelque chose, à mon avis, et ce projet-là s'intègre parfaitement dans ce plan national avec tout ce qu'il a décliné et un appui politique extrêmement fort. Ce qui nous reste maintenant, c'est de définir le contenu. Je vous ai écouté, mais certainement, c'est juste pour lancer l'idée. Et quand nous serons ensemble, on va définir, mais dans quelle recherche et formation, quel domaine. Et ensemble, une fois que nous l'aurons défini, et surtout essayer de trouver notre valeur ajoutée, notre spécificité, notre niche, pour ne pas répéter ce qui se... Il y a énormément d'initiatives, mais quelle est la valeur ajoutée du pôle d'Abidjan? Quelle est la valeur ajoutée du pôle de Dakar en termes de recherche et innovation? Donc, c'est cet atelier-là qui nous permettra d'être hyper spécifique, d'être très, très pointu, de définir le contenu et d'avoir un document de plaidoyer. Et je rejoins, quand je regarde tout ça et que pour la mise en place, c'est certainement 2024, 2025, 2026, Inch'Allah. Ça va prendre du temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Et c'est là où je rejoins la proposition de Karim. En attendant, quand même, il y a des choses que nous pouvons faire en attendant que ce grand bâtiment soit au niveau de la Cité du Savoir de Diamniadio ou bien à Abidjan. Donc, voilà de façon ramassée ce que je voulais dire. Et c'est un document qui va énormément intéresser, que ce soit le pôle d'Abidjan comme le pôle de Dakar, qui va intéresser tout ce qui tourne, non seulement dans le domaine médical, mais dans d'autres sphères, l'agriculture, l'environnement. On parle de One Health maintenant. Et il y a énormément de fonds qui sont mobilisés pour soutenir des initiatives comme ça. Vivement, dans 2 mois, Serge, qu'on puisse avoir ce... Parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Et nous asseoir et définir le contenu. Merci beaucoup une fois de plus et je vous remercie de m'avoir associé. Ibrahima a la parole. Bonjour, je m'appelle Ibrahima Faye, je suis étudiant de la faculté de médecine de Marrakech. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais je voulais parler de l'importance de la simulation. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vue. J'étais de garde à l'hôpital. Le résident était sorti. On avait admis 2 patients dont avaient besoin de sondage gastrique et de sondage iridaire, de sondage vésical, et l'autre aussi avait besoin de sondage vésical. L'autre était une femme, mais je n'ai jamais fait de sondage vésical sur un humain et je n'ai jamais aussi fait de sondage nasogastrique. Mais heureusement, j'ai réussi à le faire parce que j'ai suivi une formation en simulation. Donc, c'est pourquoi je voulais parler vraiment de l'importance de la simulation dans la formation médicale. Parce que à l'hôpital, les étudiants en formation sont tellement nombreux et on a peu de patients, on a peu de formateurs. Les résidents ne sont pas nombreux et les professeurs n'ont pas assez de temps pour nous former. Donc, c'est vraiment très important. Ce centre, c'est très important pour la formation continue des étudiants. Comme ça va aider parce que si on suit une formation par simulation, on aura encore plus d'avantages de le faire dans des emails. Comme le professeur Chouli l'a dit, à Marrakech, la DAS, jamais une première fois sur le patient. C'est ce que je voulais dire pour dire vraiment que c'est très important ce centre. Et on est vraiment fiers de vous. Et on est très pressé de voir que cela se réalise. Merci. Yacine a la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous féliciter par rapport à ce forum qui est hyper important pour l'Afrique. Donc, moi, je suis Yacine Senghor, je suis ingénieure en génie industriel
et je suis cofondatrice de l'association Forop qui intervient dans le domaine de la santé, de l'alimentation, du développement durable et de l'éducation. Donc, ce que je voulais vous demander, c'était surtout par rapport à la diaspora. C'est comment pensez-vous sensibiliser la diaspora à revenir et à participer au développement de vos projets, enfin des projets de l'Afrique, afin de pouvoir ramener nos expériences pour pouvoir faire profiter à l'Afrique tout ce qu'on a appris en Europe. Donc, franchement, la partie technologie, la partie innovation, c'est hyper important pour l'Afrique. Et je pense qu'en mettant en place des pôles et des formations, ça pourrait aider. Mais je pense qu'il est aussi important de pouvoir intégrer Diaspora, puisqu'on travaille avec d'autres entreprises qui ont besoin de nos expériences. Mais je pense que l'Afrique aussi en a le plus besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que mademoiselle était la dernière intervenante. Alors, vous avez posé une question concernant la diaspora. Les autres interventions étaient surtout des contributions. Je voudrais vraiment vous remercier pour cela. Ce sont des éléments à prendre en compte dans les recommandations qui sortiraient donc de ce panel. Par contre, la question et la préoccupation de mademoiselle sur la diaspora, je vais peut-être laisser le soin à professeur Chouli lui-même de répondre, ou alors, je ne sais pas, un des professeurs. Voilà, je vous passe la parole. Rapidement, on a reçu récemment l'autorisation de la présidence de la République de partager ce document qui n'a rien de secret, mais il fallait respecter la procédure. Et c'est un plan sur 10 ans, 2023-2032, avec 3 phases. C'est des choses qui vont démarrer déjà. Ma suggestion, ce serait que l'atelier s'organisât vers la fin novembre, début décembre, afin de profiter du monde qui va venir autour de la biennale pour rencontrer des... Mais ce n'est qu'une suggestion. Par rapport à la diaspora, dans ce document existe le projet de l'université virtuelle africaine de la diaspora, qui sera vraiment virtuelle et où tous les universitaires et chercheurs africains de la diaspora dispersés à travers le monde trouveraient un cadre structuré qui leur permette d'exprimer et de contribuer au développement de la recherche de l'enseignement. Il se trouve que c'est la même chose sur laquelle l'Académie des sciences, nous avons le plaisir d'être membres, pense exactement la même chose. Donc, je le dis pour vous rassurer que la réflexion est en cours. Il faut qu'on passe à des choses très concrètes. Donc, voilà des réponses très, très précises. Maintenant, pour ce qui concerne les bâtiments et autres, moi, j'attends avec, bien sûr, les instructions de Madame la ministre, on ait un document où il y aurait un pas de fait. À ce moment-là, au niveau de l'enseignement supérieur, il y aura des propositions de solutions provisoires en attendant d'aller vers des solutions plus puissantes, comme le Karim le dit, mais partez d'un embryon et aller monter en puissance, étant physiquement présent quelque part. Psychiquement, c'est quelque chose d'intéressant pour les acteurs et de très stimulant. Professeur Choulis. Non, je voulais juste rappeler qu'il y a une organisation, enfin une association très importante qui regroupe en fait toute la diaspora africaine, qui est domiciliée, si tu te rappelles, Issakha, donc à Paris. Et je crois qu'on a un atout considérable de mobiliser en fait cette association, car elle regroupe en fait un potentiel humain très, très important. Donc, on va quand même animer en fait, donc, tu te rappelles, donc le président de cette association, qui va jouer un rôle important. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de ce panel. Je vais donc passer la parole au professeur Awa Marie-Colsec pour le résumé, ce que nous devons retenir donc de ce panel et éventuellement le prochain rendez-vous que je pense a été proposé dans les 2 mois qui suivent.
Professeur. Merci beaucoup. On s'appelait camarades, mais je crois que bientôt on va enlever ce mot-là parce que je lui ai dit de faire la clôture et elle désobéit en plus. Donc, d'ailleurs, moi, je veux le pôle formation, je ne veux plus le pôle recherche. On va faire comme d'habitude et on va se disputer et puis voilà. Non. Donc, c'est dire que j'espère simplement que cette discussion non seulement nous a permis d'aller, disons, de l'avant, parce que c'est ça qui est important, mais que vous aussi, qui nous avez écoutés, que vous avez considéré que c'est une idée, c'est un rêve qui peut devenir une réalité. Et donc, ce dont on a parlé, je pense qu'on ne va pas faire, parce on a maintenant une réunion ici à 18h30 et donc je vais raccourcir tout ça. Mais juste pour vous dire que nous avons là un outil extrêmement important. Le professeur Chouli a même préparé un mémorandum sur lequel je vais beaucoup m'inspirer quand je vais poser le problème, comme tu l'as dit, Gallo, là où il faut et là où on devra faire le plaidoyer pour avoir peut-être ce que nous allons demander. Mais en plus, nous allons mettre ça dans les annales du forum, parce que le forum aujourd'hui n'est pas un forum simplement où on discute, on fait des recommandations et nous allons incorporer cela dans les recommandations du forum comme un acte important que nous voulons faire. Cela permettra à tout le monde d'être à l'aise parce que nous, en tant que forum, on peut dire que voilà ce que nous avons décidé de faire. Et après, maintenant, quand il y aura votre réunion qui va se faire pour donner un contenu, nous allons pouvoir vraiment à ce moment-là nous engager d'une manière plus formelle où tout le monde aura compris, saura ce qu'il doit faire pour qu'on puisse vraiment dire que c'est un engagement que nous avons au moins à notre niveau et avec toutes les personnes qui seront partie prenante de ce processus. Je vais aussi, dans mon petit discours que je vais faire demain, en parler. Et donc, comptez sur nous, comptez sur moi, comptez sur Madame le ministre-gouverneur. Ce n'est pas une affaire que nous allons laisser comme ça parce qu'on en a bien parlé, c'est intéressant, mais on va pousser cet agenda-là et faisons d'abord l'état des lieux, essayons de voir ce qui est là. Et comme l'a dit aussi, je pense qu'il faut retenir ce que Karim a dit concernant la sélection des activités qu'on peut faire déjà avant que, vous savez comment ça se passe. Hein? On aura un plan, on va peut-être nous donner un jour un terrain, ça va prendre tout le temps qu'il faut que ça prenne. On peut avoir des activités entre-temps. Et nous aussi, au niveau du Forum Gallien, nous avons décidé de ne pas faire que le forum tous les ans, mais qu'entre les deux, on pourra mener des activités et vraiment essayer de rendre plus concret les différents points abordés au niveau du Forum Gallien. Je suis contente aussi de voir que les étudiants, qu'un étudiant ait pris la parole pour parler de quelque chose de concret qu'il a vécu. Et ça prouve que donc, il y a des choses qui se font et que le besoin est là. Et lui-même dit, il est fier de savoir qu'on va aller dans ce sens-là. La diaspora, on en a parlé, c'est pour ça que je reviens dessus. Si vous remarquez même, quand nous avons fait le deuxième jour avec les étudiants, il y avait notamment monsieur Hachim, je crois, Shraibi, qui était de la diaspora, qui est quelqu'un qui veut travailler avec son continent d'origine. Vous avez la diaspora aussi ici, qui est en France, mais qui fait tout pour... Donc, il faut qu'on élargisse
cette diaspora-là, parce qu'on peut avoir beaucoup d'éléments, beaucoup d'atouts et beaucoup de cerveaux. On a eu aussi hier monsieur Mamadou Cissé, je crois, c'est comme ça, Moustapha Cissé, qui est un jeune, il dit qu'il est plus jeune parce qu'il a 38 ans. Disons, il dit qu'il est de notre côté maintenant. Je dis, bon, c'est bon, moi, ça m'arrange d'avoir des 38 ans dans mon groupe, mais il a été le chargé de Google pour l'Afrique. C'est un cerveau vraiment. On a eu un autre qui a fait un livre récemment sur l'intelligence artificielle. Tous ces jeunes-là sont des potentialités qu'on ne doit pas laisser de côté. Et donc, voilà, on aura vraiment la possibilité d'élargir même le groupe et avoir peut-être d'autres compétences qui viendront s'associer à nous. Je lance un appel aux partenaires qu'ils fassent comme madame qui vient de France, je crois, et qui a appuyé monsieur Chouli parce qu'elle y croit. Si on a d'autres partenaires comme ça, je suis sûre qu'on pourra aller de l'avant et on pourra aller beaucoup plus vite. Donc, je vous remercie d'être restés, écoutés. Je voulais donner le email de Chouli. Alors, je ne sais pas comment ça va se faire, mais est-ce que vous voulez bien donner votre email? Est-ce que vous pouvez sur une diapo? Est-ce que vous allez donner ça aux autres? Tous ceux qui sont là, qui n'ont pas pris la parole et qui veulent peut-être contribuer à la réflexion, vous pouvez envoyer. C'est dommage hein, qu'il va y avoir du boulot supplémentaire. Mais bon. Et pour apporter vos idées, pour qu'on améliore ce que nous sommes en train de faire, toujours est-il qu'on vous remercie, Madame la ministre, gouverneur et moi, et tous ceux qui ont contribué à ce débat. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà.